Salut, c'est Fantine. Bienvenue dans Job Time, l'émission d'Expert Time, où j'interviewe nos talents de la tech et pas que, avec mon regard de recruteuse. Salut Romain, ça va? Fantine, oui, bien toi. Ouais, super. Merci à toi d'être avec nous. Je voulais vraiment t'interviewer parce que je trouve que tu as un parcours hyper intéressant. Donc on va pouvoir présenter à nos auditeurs, comme on dit, ton parcours, toi, professionnel, comment t'es arrivé chez Expert Time, des petites astuces sur ta veille technique, etc. Donc voilà, très intéressant d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Alors ton parcours, du coup, si on commence par le commencement, qu'est-ce que tu as à nous dire sur toi, ton parcours? Alors c'est vrai que moi, en tout cas, aujourd'hui, ça s'est un peu effacé, mais à l'origine, on me mettait dans les atypiques. Parce qu'en fait, avant d'être dans du Microsoft, moi j'ai commencé par ce qu'on appelait le monde libre, l'open source et la cybersécu. Oui. Et ensuite, j'ai été faire un master et je suis allé dans le Microsoft. T'as fait quoi comme master Computer Science, le classique. Hein. Et globalement, ensuite, je suis parti dans le Microsoft. Okay. Voilà. Donc j'ai commencé développeur. Donc, pour l'anecdote, j'étais dans l'équipe de développement de marmiton.org. Okay. Ça rajeunit pas, il y a plus de 15 ans de ça. Et ensuite, je suis parti en entreprise de services numériques. On disait SS2I à l'époque. Tout à fait, maintenant on dit plus SN. Le moment ancien combattant. Et à ce moment-là, donc, j'ai fait tout ce qui était en dev, tech lead, architecte, etc. Tu avais quel âge à ce moment-là? C'était vraiment le début de carrière? Oui, vraiment début de carrière, début de vingtaine, hein, globalement. Okay. Bon, quand j'étais architecte, j'avais plus 20 ans, mais voilà. Mais voilà, globalement. Et ensuite, je suis parti chez Microsoft. Suite à tout ce que je faisais en action tech, ils m'ont un jour appelé. Et là, j'ai vu une autre vision du monde, d'avoir travaillé chez Microsoft. J'ai vu la vision éditeur. Ouais. Moi, ce que j'avais vu la vision client. J'avais vu, j'en ai pas parlé, j'ai même fait un peu de la R&D en laboratoire d'intelligence artificielle, quand j'étais en parallèle de la cybersécu. Oui, tu as vu plein de secteurs d'activité différents. Voilà, de la R&D, ouais. Du client final, du web, de l'ESN. Et du coup, j'avais vu Microsoft éditeur. Ça m'avait donné une autre vision. Et c'est là où ma carrière a pris un autre tournant. Je ne suis pas resté très longtemps chez Microsoft parce que j'avais des connaissances et des camarades qui m'avaient contacté pour qu'on monte des activités Microsoft à l'intérieur de sociétés existantes. Donc, c'est là où je suis plutôt après orienté sur création d'offres. T'as toujours un peu, je me permets de t'interrompre parce que je connais un peu la fin du parcours, mais j'ai la sensation que t'as toujours été attiré par le challenge et les créations, enfin, oui. Tout ce qui est un peu from scratch, qu'on appelle dans le jargon IT. Et puis même s'élargir, tu vois, par exemple, quand j'étais chez... même c'était tout au début, c'est vrai qu'on aurait pu se dire c'était un signe, tu vois, quand j'étais chez Marmiton, je participais sur les nocturnes et les week-ends à des tournages de live avec Christophe Maé, tu vois, j'ai fait une soirée live avec Christophe Maé, alors on était début des années... On fera un épisode spécial sur ça, hein, J'avais à l'époque la Starac qui venait, enfin tu vois, et du coup, moi, ce côté créatif, malgré que j'étais dev, participer à l'équipe. Je voulais le faire en participant à l'équipe technique le soir pour être curieux, voir comment ça marche. T'as jamais aimé être cloisonné à un poste et vraiment dans tes fonctions? Enfin, t'aimes bien quand t'as aussi plusieurs activités autour? J'aime bien aller au fond des choses parce que je pense qu'il faut avoir un certain niveau d'expertise pour pouvoir... Moi, c'est plutôt le conseil. C'est vraiment... moi, j'aime bien trouver quelqu'un qui a envie de faire quelque chose ou qui a des idées et de l'aider à réussir. Ok, comme nos clients, par exemple. Et c'est pour ça que je suis dans ce secteur d'activité, parce que te rencontrer des clients et avoir des belles histoires, mais on peut faire que des belles histoires si on a pris le temps d'aller au fond des choses. Mais là où, et c'est tout au fait positif, certains vont à fond au fond des choses sur un sujet toute leur vie, et je les félicite, c'est très bien. Ils ont une expertise, du coup. Voilà. Moi, il y a un moment, j'aime bien rajouter d'autres expertises, parce que je me dis que j'ai envie de avoir des propositions plus élargies. Oui, tout à fait. Voilà. Avoir un peu un regard 360. 365 même. Oui, le jeu de mots, j'adore. Voilà. Du coup, je t'ai coupé, t'es parti de chez Microsoft, tu disais, pour rejoindre des amis, des connaissances. C'est ça, on avait rejoint d'autres entreprises, des grosses entreprises françaises, pour monter des activités Microsoft. Okay. Et c'est là que j'ai découvert les joies de porteur d'offres, de développer du business. C'est là que j'ai commencé à manager mes premières équipes, puis à même gérer des activités, des PNL. Okay. Voilà. Et puis, donc, j'ai avancé comme ça, mon petit bonhomme de chemin. Et puis un jour Expert Time, où ça a été une rencontre, parce qu'on était à ce moment-là en 2019. Ok, oui.
Et voilà, je viens de J'étais faire pas un encore saut 2001-2019. Hein, on vient de vivre 18 ans de, voilà, de ta vie. Ouais. voilà, en très rapide. Hein. Et en 2019, en fait, on sentait que tous les éditeurs, que ce soit Microsoft, Google, Amazon, nous préparaient du gros pour la décennie à venir. Ok. Comment tu l'as senti? Il y avait des annonces qui ont été faites. Enfin, c'est un ensemble, on le sentait. Alors, vu que je travaille sur les créations d'offres, etc., on a une certaine proximité éditeur. On voyait des réorganisations commerciales, on voyait des offres prendre d'autres tournants, on voyait des technologies moins matures le devenir. Voilà. Et on sentait que ça demandait de l'agilité. On voyait certaines ESN. Il y avait un tournant, en fait, cette année-là. On voyait que quelque chose allait se passer. Ok. Alors, bon, il y a eu le Covid, mais on sentait que quelque chose allait se passer. Oui, c'est vrai. Et moi, du coup, je m'étais mis en recherche d'une entreprise chez qui il y allait avoir un peu cette agilité, cette façon d'aborder le futur un peu différemment. Voilà. Oui. C'est ce que tu me disais, tu avais le choix entre plusieurs sociétés, du coup, à la base. Et c'est justement les technologies, les nouvelles technologies qui t'ont aussi attiré, le fait qu'il y ait peut-être un peu d'avance, en toute humilité, hein, mais de notre côté, sur certains aspects... C'est Microsoft qui l'a dit en nous donnant l'award il n'y a pas longtemps, on peut le dire, hein, c'est nous. Voilà, mais je voulais... donc, t'es arrivé chez nous, du coup, 2019. Septembre 2019. Ok. T'es arrivé dans une équipe voilà, qui a aujourd'hui évolué. Est-ce que tu peux raconter un petit peu quel était ton rôle, comment t'as évolué, enfin, tu vois, vraiment. Moi, à l'époque, je suis venu pour renforcer... donc, à l'époque, il y avait... on va appeler ça, c'était une équipe Modern Workplace. Oui. Qui s'appelait 4.0. C'est le petit nom interne, mais c'était l'équivalent qu'on peut retrouver partout du Modern et Digital Workplace. Et donc à ce moment-là, il y avait des managers de proximité, il y avait Ludovic Coppola en directeur d'activité, et pour résumer la situation, c'est ce que je lui ai dit à mon entretien, je lui ai dit, mais t'es tout seul à gérer ces dizaines de personnes, mais t'es un robot en fait. Comme quoi, il y a des fois on peut dire des blagues et ça passe à un recruteur. Et, je confirme. Hein. Et voilà. Et en fait voilà. Et l'idée c'était de venir reprendre une partie de l'activité qui était en plein développement. Voilà. Du coup, ils étaient plusieurs dizaines. Hein, et c'était voilà. Et donc moi avec mes expériences, d'aider aussi à travailler sur la partie adoption, change, gouvernance, migration. Voilà, la partie Digital Workplace avec Powell était déjà très mature. Powell Software. Voilà, et du coup, moi, c'était aussi pour renforcer toute cette partie-là sur un axe un peu plus conseil auprès des clients. Donc ça, c'est l'histoire d'origine. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses après. Je sais qu'il y a eu justement l'activité low-code qui est arrivée. Toi, du coup, tu connaissais déjà le low-code, tu avais déjà un peu mis des pieds dedans. Ouais, alors je vais en profiter pour faire le père Castor et la petite histoire, parce que vas-y, on t'écoute, pour les gens, le low-code, c'est 2019-2020. Mais pas du tout, en fait. Ça va au-delà. Alors déjà, la logique du low-code, on peut penser à nos anciens amis de WinDev d'il y a 20 ans. Mais plus sérieusement, côté Microsoft... en fait, ça commençait déjà à venir. Le côté faire ses rapports de la Power BI aujourd'hui. Moi, en 2012, j'installais du SSRS. Enfin, c'était la technologie pour faire des rapports simplifiés. Derrière, moi, je faisais la promo dans Excel de Power Query, qui est devenu Power BI en full cloud derrière. En fait, ça existait déjà, mais peut-être que le terme n'était pas aussi populaire. Oui, il y avait pas. Voilà, le terme n'était pas prononcé, c'était pas populaire. Et même Visual Basic, en son temps, dans les années 90, c'était une ambition de Bill Gates de faire quelque chose qu'on appellerait le low-code. Ouais. Bon, c'était une techno très tech, mais c'était déjà dans la tête de Bill Gates dans les années 90. Et toi, à quel moment vraiment tu as commencé à être plus sur les technologies propres Microsoft, au-delà justement des tableaux Excel dont tu parlais, etc. Comment tu as mis... Ouais. Le low-code, en vrai, donc je disais, alors je faisais un peu la blague sur la côté data en 2012. En 2015, on a commencé à vraiment avoir des protos chez les clients. Mais c'était, des prototypes, des prototypes d'applications. C'était plus du test, plus du jeu, c'était quelques trucs en prod en 2015. Et il y a eu une accélération qui s'est créée, il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu une rencontre et les enjeux du marché. Les enjeux du marché, on les connaît tous. Le low-code, pourquoi ça a pris maintenant ? C'est la maturité digitale qui a changé, la volume de besoins qui a évolué, ce besoin de permettre aux gens que le low-code devienne un outil du quotidien, parce que moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne de ne pas avoir le pack office sur son ordinateur. C'est pas forcément le cas dans les années 80. Oui, c'est clair, ouais.
Moi, je me dis, si dans 20 ans, ça se trouve, le low-code sera aussi naturel ou dans 10 ans, ou même pas avant, sera aussi naturel que le pack office. Donc, il y a ça. Et moi, il y a aussi un deuxième sujet qui a fait qu'on a vraiment accéléré les choses en 2019-2020. Ça a été une rencontre grâce à ExpertTime. On a un peu blagué dessus. ExpertTime a une très grande proximité Microsoft. On n'est pas les seuls, mais on a une très bonne. Et en fait, à l'époque, j'avais rencontré l'ancien Black Belt Power Platform. C'est quoi Black Belt En gros, c'est la personne qui est la expert et vitrine sur un sujet technologique chez Microsoft. Et généralement, c'est sur des niveaux de plaque continentale. C'est assez conséquent. Donc, c'est des gens bien. 12 ceintures noires, Black Belt. Et donc, il s'appelait Kim Dupuis. Si tu nous regardes encore, qui était le Black Belt à l'époque. Et en fait, on s'est super bien entendu. On a fait plein de réunions de travail. On se voyait toutes les semaines, que ça soit chez Microsoft ou dans les locaux ici. Donc une vraie relation de partenaire. Voilà. Et on a créé, dès 2019, dès 2020, on a commencé à créer ce qu'allait être les stratégies de déploiement du low-code, la vision, les outils, les besoins en termes d'outils de gouvernance. Aujourd'hui, ceux qui font du low-code, ils savent qu'il y a le centre d'excellence Microsoft qu'on peut déployer. On n'avait pas tout ça à l'époque. Donc, toute cette vision, ces outils, ces démarches, ces façons d'aborder. Et du coup, naturellement, on a développé plus l'activité low-code. Et en 2020, on l'a monté. Et 2021, on l'a même séparé, puisqu'historiquement, le low-code, on l'a rattaché au Modern Workplace, puisque les gens le voyaient venir. Depuis, j'étais dans SharePoint, j'avais besoin de faire un workflow, je faisais du low-code. Juste pour peut-être qu'on explique aux personnes qui ne sont pas en interne chez nous, on a l'activité Modern Workplace aujourd'hui qui est plus dans l'accompagnement de nos clients, les enjeux de transformation des outils. Le digital workplace, le Modern Workplace. Qui tourne autour de MS 365. Voilà. Et la partie low-code, du coup, est-ce que toi, tu peux expliquer aujourd'hui en quoi ça consiste avec tes mots Oui, voilà. Donc, la partie low-code, on est sur plusieurs axes. Il y a bien sûr un axe historique qui est un client, il a un besoin, on l'accompagne pour le transformer en utilisant les technologies low-code. Ça, il y aura toujours cette partie-là. Quoi comme besoin, par exemple Toutes sortes d'applications. Ça va d'applications pour des ressources humaines, pour compter des jours, des trucs tout simples, à des applications bancaires qui traitent des centaines de millions d'éléments statistiques, en passant pour des aéroports, en passant par des concessions automobiles. Donc et c'est là où je voulais en venir, parce que je trouve que c'est important. C'est pas que des petites applications. Et tu avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet que j'avais bien aimé. Je vous invite à regarder si jamais. Mais oui, ça peut être des applications avec un flux de données important, un enjeu important. Et toi, c'était aussi là toute ta stratégie quand tu es arrivé chez nous. Je pense que c'était de montrer la puissance du low-code et que nos clients aient confiance aussi. Moi, il y avait plusieurs approches. Il y avait déjà un côté moi, j'aime bien toujours avoir un côté démystifier le sujet. Découverte, comprendre à qui ça s'adresse. Et que ça s'adresse à plusieurs populations. Parce que c'est vrai qu'au début du low-code, le marketing, c'était le citizen developer, donner ça à tout le monde. Oui, c'est clair. Je n'ai rien contre, mais ce n'est pas que le seul axe de communication. C'est une technologie qui s'adresse aussi bien aux pro-développeurs, puisque d'ailleurs, même chez nous, dans l'équipe, on a des architectes Azure et .NET qui sont devenus aujourd'hui, sont spécialisés en low-code. Donc, si ce genre de personnes très techniques, coucou Alexis, très techniques sont venus, c'est qu'ils y trouvent leur compte en fait. C'est qu'ils y trouvent du challenge. Et ce challenge, il y est, c'est qu'en fait, ces gros projets-là, on est sur des technos qui sont en low-code, mais qui vont mélanger des bases de données, des gros volumes, de la Gen AI, des gros flux de données qui vont générer des technologies de sécurité, des technologies Azure. En fait, oui, les gens souvent se disent, il y a les petits projets que les gens vont faire eux-mêmes, certes. Mais il n'y a pas que ça. Le low-code, c'est aussi une solution, une façon d'aborder d'autres projets et même de se mélanger. Moi, il y a une histoire que je racontais souvent. On a un client qui gère de la retransmission d'événements sportifs au niveau mondial. Il a un système central en développement sur mesure très complexe. Par contre, chaque événement est temporaire, rapide et agile. Et en fait, c'est qu'ils ont ce moteur central qui est spécifique sur mesure, mais quand ils vont sur une certaine coupe du monde, quand ils vont sur une coupe nationale, etc., il y a plein de particularités locales, et ça, ils adaptent tout en low-code. C'est un bel exemple. Et du coup, tu es en interaction. Je pense que ça illustre bien les propos qu'on vient et ça permet à des gens de faire des choses simples, même quelqu'un sur le terrain peut se faire ses petits outils du quotidien, et en centrale, l'IT va pouvoir enrichir un socle juste temporairement pour un événement qui va durer quelques mois. Parfait. Merci, je pense que c'est plus clair du coup pour les personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement aujourd'hui dans ton activité ? Déjà, quel est ton rôle ? Parce que c'est vrai qu'on sent que tu as beaucoup évolué et que tu as eu plusieurs rôles chez nous.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait, justement, ce que je fais, c'était, quand on parlait un peu ce qu'on fait dans le low-code, on a parlé des applis, mais il y a toute une partie, comme tu disais, découverte, mais on a aussi une partie où on va accompagner les clients dans leur vision, dans leur réflexion, dans l'évaluation de leur maturité, construire une stratégie et voir comment on déploie opérationnellement et on adopte les produits. Tu as un vrai rôle de consultant, et donc ton intitulé de poste, du coup, si on parle de... Aujourd'hui, globalement, on n'a pas à rendre ça, parce que c'est assez récent comme poste, on n'a pas forcément dans toutes les entreprises. C'est pour ça que je te le demande. En fait, on a repris l'intitulé Microsoft. Oui. On s'est dit, on va faire comme chez Microsoft, en attendant de voir comment ça bouge. On appelle ça technologie stratégiste. Ok. C'est là pour apporter plusieurs choses. Il y a un axe où ça doit apporter des choses à l'entreprise où je suis, donc chez Expertime, où là, je travaille en proximité avec le directeur stratégie. Lui a une vision globale, je parlais de Ludovic tout à l'heure, c'est lui notre directeur stratégie. Lui a une vision globale de la stratégie technique et opérationnelle de tout qu'on doit faire. Et on travaille avec le CTO, qui lui s'occupe de toute la partie tech. Donc tu as un rôle important en interne et à l'externe. Voilà. Et aujourd'hui, ton rôle, c'est vraiment d'accompagner nos clients. C'est de faire la même chose en interne et en externe, c'est-à-dire d'être conscient du marché, d'être conscient de ce qui se fait, de là où on va, de l'avenir et de la tournure que c'est en train de prendre. Et donc en interne, ça va être aussi bien de construire les offres autour de cette technologie, les méthodologies. Okay. Alors, je ne suis pas tout seul, je me fais aider, il y a plein de gens, on travaille avec plein de gens dans l'équipe, je ne me mets pas tout sur le dos, sinon je vais avoir des gens pas contents, mais je travaille avec plein de gens dans l'équipe pour construire les méthodologies, les offres, la façon dont on va adresser les clients. Et de l'autre côté, chez les clients, je vais par contre, chez eux, travailler sur la vision. Quand je te disais le low-code, ça peut s'adresser à plein de populations, à plein d'usages. C'est pour qui et pourquoi vous voulez faire du low-code, qu'est-ce que vous voulez en tirer et en gagner. Comprendre leurs besoins et l'utilité, les objectifs. À échelle plus haute, mais ensuite, on va surtout le dérouler opérationnellement auprès des équipes. Et on va voir justement, et on va construire aussi cette stratégie d'adoption et de déploiement, mais aussi au quotidien, les méthodes, les bonnes pratiques, la gouvernance humaine, la gouvernance technique, la gouvernance opérationnelle, comment on va vraiment accompagner. Et ça, je le fais. Donc, c'est une idée de le faire aussi bien en interne pour Expertime que aussi bien pour les clients. Voilà. J'ai la sensation que ton poste aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, mais regroupe un peu finalement toute la richesse que tu as eue sur ton expérience passée. Tout ce que tu nous as raconté au début. C'est ça. Alors, c'est sûr que oui. Surtout que tu as d'autres activités à côté. C'est ça. C'est pas un poste souvent, on se dit quand on évolue, forcément, on manage ou on encadre des gens. Donc, en effet, j'ai pas d'activité. Enfin, j'ai un peu en proximité, je m'occupe d'une ou deux personnes un peu en proximité, mais c'est pas. Ça fait pas partie, c'est à côté. C'est pas la majorité de ton travail. Et puis c'est pas le but du travail. On n'est pas sur un poste de management ou de gestion de business, de gestion d'argent, non. C'est des choses qui sont... Pourtant, j'en ai fait avant, comme j'expliquais dans mon parcours, mais c'est plutôt parce que j'ai eu cette vision, j'ai eu ces opportunités de faire, du coup, j'ai une certaine sensibilité sur les enjeux business, les enjeux humains, les enjeux de carrière en interne sur les gens, les enjeux chez les clients, et c'est un peu le rassemblement de tout ça. C'est un parcours logique. Mais souvent, les gens s'imaginent qu'évoluer, c'est augmenter le volume de gens que tu gères. Non, pas du tout. Et évoluer l'argent que tu gères. Alors que tu peux augmenter ton expertise, avoir une vision différente, et c'est ça ta richesse. Voilà, tu augmentes l'impact. Et tu vois typiquement aussi des sujets qui vont là-dedans qu'on pense pas, c'est que, par exemple, je travaille aussi sur la partie green. L'impact green du low-code, l'impact écologique du low-code, je travaille aussi là-dessus, par exemple. Tu vois, ça fait partie d'autres sujets. Les sujets IA aussi, je travaille dessus. Tu vois, voilà. Et tu fais partie des têtes dans le cloud aussi, on peut le dire. Oui. Tu as l'habitude d'être dans cette salle. Oui, oui, c'est vrai que l'équipement, je le reconnais. C'est une émission du coup qu'on a sur YouTube. Il y a votre dernier épisode là qui est sorti il y a pas longtemps. Et sur Twitch. Sur Twitch, pardon. Oui, sur Twitch. Abonnez-vous sur Twitch. On est aussi sur les podcasts, les plateformes de podcasts. Donc, et je pense que moi, pour ma part, c'est ce qui m'a plu aussi chez nous, c'est ce côté. Ok, t'as ton poste, tu fais tes missions, mais si t'as aussi envie de t'épanouir dans autre chose, si t'as des idées et que la direction est ok avec ça, clairement, ça se déroule assez facilement. C'est une des raisons qui m'a fait venir chez Expertime. Voilà, moi aussi. On appelle ça, alors le mot est moche en français, mais on appelle ça les boîtes de faiseurs. C'est une entreprise où t'as une idée, vas-y. Ouais, c'est exactement ça. Sauf que là où c'est bien par rapport à d'autres, c'est pas vas-y à condition que ça soit la nuit et le week-end. Non, chez Expertime, c'est inclus, quoi. On a un budget très conséquent de R&D qui est géré entre autres par notre CTO. Bonjour Kevin.
On a beaucoup de personnes à saluer. Ouais, c'est ça. Non, et en fait, c'est comme un client. C'est-à-dire qu'on a une idée. C'est un peu comme en ce moment... on va mettre une temporalité sur le tournage. Il y a qui veut être mon associé à la télé. Ouais. C'est un peu ça. On va voir Kevin. On lui dit, voilà, j'ai une idée. Il me faut un peu de sous. Et du coup, on y va pas. Et ce qui c'est très intéressant, c'est que du coup, ça nous permet de faire les choses et ça laisse les patrons d'activité laisser faire les gens. Exactement. Parce que là où on se dit, non, pendant que tu fais autre chose, tu rapportes pas de sous, c'est pas cool. Ça te rend indépendant, voilà. Je trouve que ça développe des compétences. Et tout le monde y gagne. Le patron d'activité continue à gagner de l'argent parce qu'on est subventionné. Oui. Et nous, ça nous permet d'aller vraiment au fond des choses. C'est comme ça qu'Expertime a créé parce que les gens ne savent pas forcément, mais la société Poel 365. Ouais, Software dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. C'est un des leaders mondiaux. Hein. Il est dans le Gartner et tout. Donc aujourd'hui, c'est quand même parce que des gens ont eu du budget pour creuser un truc il y a maintenant une bonne dizaine d'années, je crois, et qu'aujourd'hui, c'est devenu une boîte indépendante qui marche bien. Et c'est ça, on le retrouve en permanence. C'est super. Que ce soit avec notre offre GreenOps, avec les émissions qu'on met en place, avec ce que tu dis aussi, tous les sujets que tu proposes à Kevin, clairement, c'est l'idée. Et je te rejoins clairement. Je pense que là-dessus, tous les deux, on a la même vision. Même qu'on puisse être là en train de parler. Exactement. Je suis très contente de t'avoir et qu'on ait cette émission. Merci à l'équipe marketing aussi, pour le coup. Et du coup, j'allais te demander ce que tu préfères dans ton activité et chez nous, mais finalement, je pense qu'on y a pas mal répondu déjà, à moins que tu veuilles préciser peut-être quelque chose. C'est de pouvoir avoir la chance de faire cette activité, justement. C'est aujourd'hui, quand on regarde dans l'écosystème... c'est très... Alors, je dis pas qu'on est les seuls, hein. Attention, puis je ne connais pas tout le monde, mais historiquement... De ta vision, quoi. Ouais. Ce que je faisais là, tu le faisais en plus du job de directeur d'activité. Dans beaucoup d'organisations, c'est le patron d'activité qui, en plus, a cette casquette-là de développement des offres, etc., en s'appuyant éventuellement sur des consultants seniors ponctuellement quand ils sont pas en mission pour creuser des trucs. Ouais. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui font ce que je fais, mais souvent, c'est plutôt une casquette bonus qui aide au quotidien, alors que Expertime et quelques autres entreprises ont décidé de dire non, le poste là. C'est un vrai rôle. Ouais. Et par contre, ce qui, moi, me tenait beaucoup à cœur, parce que je l'ai déjà vu, des gens faire ça à temps plein en ESN, et ça m'avait pas plu, parce que ça marche bien la première année, mais après, je trouve qu'on s'est éloigné de la réalité. Parce que moi, honnêtement, je ne fais ça que plusieurs jours par semaine. J'ai toujours, toujours en parallèle quelques jours où je continue à travailler au quotidien chez les clients. Parce que comment je peux donner des solutions opérationnelles si j'en fais plus ? Exactement. Et moi, je trouve, parce qu'on reste aujourd'hui un service de proximité aux clients, donc il faut garder cette proximité, et surtout, il faut challenger ce qu'on fait au quotidien avec ses clients. Et aujourd'hui, si on a des visions de stratégie, etc., c'est bien d'avoir des gens qui nous racontent comment ils réussissent chez leurs clients, mais c'est bien soi-même aussi. Faut que tu sois sur le terrain, que tu vois en réel. Et du coup, il y a un certain équilibre. Voilà, il y a des semaines où je vais plutôt, parfois, pendant un mois, je vais plutôt être quasiment tout le temps à tout dérouler, tester chez les clients. C'est toi qui adaptes ton agenda ou ça dépend des projets ? Un peu de tout, les projets, les clients, les agendas. Le jeu, c'est de trouver un équilibre sur l'année pour garder du temps. Et ça aussi, j'aime chez Expertime, c'est que y a eu des fois où moi, je me suis laissé emporter. J'avais tout d'un coup plein de clients qui voulaient qu'on essaye toutes nos stratégies, qu'on avance avec eux. Et au bout d'un moment, ils ont dit non, mais Romain, va falloir déléguer parce que sinon, tu n'auras plus le temps pour avancer sur la suite et toute l'avance que tu as prise, ça va devenir du retard. Il voulait que tu gardes ça, en fait. Et là, voilà, j'ai connu des entreprises où on m'a dit, non, continue à facturer, c'est bien. Et puis, les bonnes idées que tu as eues, elles deviennent obsolètes. Alors qu'Expertime, j'ai fait toujours attention à ce que je ne me laisse pas emporter, parce que j'ai des clients formidables avec qui j'ai passé énormément de temps les 3 dernières années sur ces sujets. Il y a des fois, j'ai envie de passer tout mon temps avec eux, mais ils me disent, non, Romain, lève le pied, il faut que tu continues à travailler sur la suite. Garder ton équilibre. Voilà, et là, typiquement, il y a les sujets d'IA, il y a Copilot Studio, il y a plein de sujets à creuser, donc ils m'ont dit non, délègue un peu, t'as encore plein de choses à faire là. C'est parfait. Je te remercie et je pense que pour le coup ça nous donne vraiment une image de ce que tu fais, de ce que tu aimes et c'est génial. On a parlé un petit peu tout à l'heure avant l'émission de toi, comment tu fais ta veille, et je trouvais intéressant ta façon, ton approche en tout cas et tes idées. Donc je parle de veille technique, mais pas que. Si tu as des ressources, des conseils, on prend. Oui, alors je pense que alors c'est peut-être le côté qu'à la base j'étais un dev, voire même je faisais même de l'infra tout à la base en cybersécu.
monter des ordis. Donc, mais il y a le côté, bien sûr, les classiques qu'on a tous entendus. Va sur LinkedIn, suis les Twitter, essaye de repérer les MVP, fais le tri dans les influenceurs. Ok, bon, ça c'est un classique. Je pense que j'apprends rien à personne. Par contre, ce qui va devenir un peu plus intéressant, ça va être, moi je trouve ce côté un peu. J'en parle d'une autre chose avant. Un truc qu'on oublie. Les éditeurs partagent leurs feuilles de route et leur roadmap en temps réel maintenant. Bien sûr, il n'y a pas de date, il n'aura jamais de date, ils vous donnent semestre 1, machin. Mais maintenant, ils ont tous, enfin surtout Microsoft, ils ont des sites, que les gens n'y pensent pas aller les chercher, ils ont des sites très précis où on voit toute la feuille de route par technologie, patch par patch. C'est quoi comme site, tu peux en parler? Tu charges tout simplement, tu mets Power Platform, roadmap, Microsoft, tu les trouves en fait, ils sont référencés. On ne pense juste pas à les chercher parce que moi, il y a encore quelques années en arrière, impossible à trouver. Ça n'existait pas. Il fallait être très copain pour se les faire montrer à la cafette chez Microsoft. Tu t'es mis des règles, des rappels, enfin comment tu... C'est une route. Alors pour moi, vu mon métier, c'est une routine. Ok. J'ai des collègues, eux, qui ont mis des systèmes d'alerte. Oui, des alertes Google. Voilà, certains. Moi, c'est une routine. J'ai des moments dans la semaine où je le fais. Mais voilà. Et du coup, en suivant ces roadmaps, en vrai, j'ai pas besoin d'avoir la version. Quand un influenceur va parler d'un sujet, moi, je vais savoir de quel sujet il parle, parce que parfois, on va avoir une version retranscrite de quelqu'un qui a déjà testé une news. Moi, j'aime bien comme ça, je sais, il parle de telle news, de tel machin. Donc ça, c'est intéressant. Avoir un peu de l'initial, en fait, et pas le résumé. Et ça permet de se donner une vision sur ce qui va arriver. Il y a l'autre point, donc ça c'est intéressant, ça permet d'avoir la version officielle et de voir comment elle est traitée par les influenceurs et les articles. Et donc ça, je trouve ça intéressant pour développer le sens critique. Ok. Est-ce que tu as d'autres astuces Ouais, j'en ai une qu'on sous-estime, c'est la communauté. Vraiment participer à la communauté. Parler avec les gens, la plupart des gens sont des êtres humains qui parlent aux autres. Tu parles de la communauté hors entreprise. Hors entreprise, les communautés de justement, voilà, qu'on va retrouver sur le net. Il y a plein de communautés. Ceux qui organisent, par exemple, le Power Platform Frame Summit, la MS, c'est des gens très accessibles. Ça, je l'ai découvert ici, je connaissais pas du tout avant et c'est riche. C'est-à-dire, tous les mois, ils font des choses et on peut discuter. Sur plein de villes, en plus, différentes. Et ça permet de discuter avec des gens et essayez-vous à l'exercice des conférences en physique, qui sont souvent en hybride, retransmis en direct, parce que, en fait, moi, comme je dis toujours, en une journée, une demi-journée dans un centre de conférence avec d'autres speakers, en fait, parfois, en une journée à discuter avec les speakers entre les conférences, je fais plus de veille qu'en un mois ou deux. Oui, c'est clair. Et t'es plus efficace. D'aller discuter, avec tous les gros experts du marché, de les rencontrer dans ce monde de la conférence. C'est un monde que les gens n'osent pas aller, ils se disent, oh là là, c'est tous des Sheldon. Non, c'est des êtres humains comme tout le monde et quand ils prennent une pause café, ils ont envie de partager leur passion. Puis aller au-delà du digital aussi, c'est bien parce que quand tu es sur un live ou par exemple, j'en sais rien, tu as un lien Teams ou autre, tu vas oser poser des questions, mais ce sera jamais autant riche que quand tu es sur place en fait. Et pour moi, une bonne façon justement de faire de la veille, c'est le dernier point, c'est que le meilleur moyen de faire de la veille, c'est de vouloir la partager. En fait, quand on veut juste faire de la veille, on est passif. Et moi, j'ai toujours eu cette habitude d'organiser des points ou de faire en sorte que les gens dans l'équipe fassent des points de partage. Penser collectif. Voilà, penser collectif. Et quand on cherche, parce qu'en fait, comme une vieille maxime dit que si on sait enseigner quelque chose, c'est qu'on l'a maîtrisé. Et c'est qu'il n'y a que quand on veut pas, que c'est en partageant sa veille et en la faisant comprendre aux autres, qu'on va vraiment se rendre compte qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas les réponses et qu'on sait où est-ce qu'il faut aller chercher et qu'on se dit, OK, je pense connaître un sujet, mais si quand je l'explique à quelqu'un, je suis pas capable de l'expliquer et pas capable de répondre à ces questions, ça veut dire que je ne maîtrise pas le sujet. Et donc, c'est une très bonne façon de savoir quel est un petit peu le minimum à apprendre. C'est quand on l'explique à des gens, en fonction de leur niveau, ils ont des questions. Et quand on commence à avoir les réponses, c'est qu'on sait qu'on commence à mieux cerner le sujet. Ça devient de la veille qualitative, parce que c'est bien de consulter plein de sites, d'aller dans plein d'endroits différents. Mais si pour le coup, tu n'en retiens pas grand-chose, je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça, tu disais, je fais les têtes dans le cloud et tout. Alors, j'aime bien ça, mais c'est aussi que c'est l'occasion à chaque fois d'aller plus loin dans un sujet que j'aurais peut-être pas creusé si j'avais juste lu news sur Google Actu, news sur LinkedIn. Ah oui, ne sous-estimez pas Google Actu. Il y a des fois, on a des petites pépites, mais bon, en vrai, c'est pas la meilleure source. Bon, je pense qu'on a pas mal d'astuces là pour le coup, et t'es le premier à parler vraiment des événements, et je te remercie. C'est important. C'est important. C'est vraiment important d'y aller. Ça s'est perdu, et c'est là où on tisse du lien, on trouve des gens. Moi, j'ai rencontré quelqu'un au dernier PPFS, et il y avait pas 2 semaines après, j'avais un sujet chez un client qui était proche de quelque chose qu'il faisait.
En fait, je lui ai passé. Alors, j'ai un coup de fil. On s'est fait un Teams. On a pris un quart d'heure pour discuter sur Teams. Je ne serais pas allé en physique à cet événement. J'aurais pas rencontré cette personne. J'aurais pas eu l'idée de cette super solution pour mon client. Donc, ça a un apport réel au quotidien. Je pense qu'on peut terminer sur ce très bel exemple. Merci beaucoup, Romain. Vraiment, c'était très, très intéressant. Donc, ce sera du coup disponible, bien sûr, sur nos réseaux sociaux. Merci à toi. Et de votre côté, merci à vous de nous avoir écoutés, d'être de plus en plus nombreux et retrouver toutes les informations sur notre site Expert Time.